Étant donné qu'on parle de résilience des acteurs dans cette conférence, je me suis dit que la question de l'assurance-emploi, qui est une politique publique importante au Canada, était probablement un bon exemple à prendre, parce que comme vous allez le voir, c'est un cas où les acteurs ont dû faire preuve d'une grande résilience et d'une grande patience aussi. Mais en fait, comme on va le voir dans la conclusion, il n'est pas du tout certain que cette résilience et que cette patience va donner des résultats à la hauteur des attentes. Alors, j'y vais maintenant avec un bref survol du régime, parce que ça va nous permettre de comprendre pourquoi on est rendu là où nous sommes rendus actuellement. Alors, j'ai appelé cette première partie Grandeur et misère du régime d'assurance-emploi, parce que comme on va le voir, il y a eu des moments glorieux dans cette politique publique et des moments moins glorieux. Première chose à dire, c'est que parmi toutes les politiques du marché du travail, l'assurance-emploi, qu'on a appelé à une certaine époque l'assurance chômage, c'est sans aucun doute une des politiques les plus importantes du marché du travail canadien depuis 1940, qui est son année de création. C'est important pour soutenir l'offre de main-d'œuvre, parce que bien sûr, il y a une sorte de contrat moral avec la population, à savoir que si vous vous joignez au marché du travail et que vous perdez votre emploi, il y aura des prestations pour vous soutenir et il y aura même des mesures actives pour vous aider à réinsérer le marché du travail. C'est aussi une politique pour soutenir les employeurs, donc pour soutenir la demande de main-d'œuvre, parce qu'en fait, le régime permet aux employeurs d'externaliser les coûts lors des mises à pied. Alors, le coût des mises à pied au Canada, il est très faible pour les employeurs d'une certaine manière, parce que le régime d'assurance-emploi absorbe la main-d'œuvre à un coût relativement bas, pourrait-on dire. Ce régime-là assure des prestations dites régulières, donc des prestations que les gens reçoivent lorsqu'ils perdent leur emploi, mais ça couvre aussi des prestations qu'on appelle spéciales, notamment les prestations pour les congés de maternité ou de paternité pour l'ensemble du Canada, et d'autres types de prestations reliées à des enjeux familiaux qu'on appelle par exemple les prestations de compassion. C'est un régime qui est administré de manière tripartite depuis sa création en 1940, ce qui traduit la volonté des partis de cette époque-là. Et donc, on a conservé cette logique du tripartisme dans l'administration. Le financement, toutefois, il est uniquement assuré par les salariés et les employeurs depuis 1990. L'État s'est retiré du financement en 1990 parce que le régime était trop coûteux à ses yeux. Donc, l'État a ramené la responsabilité vers les salariés qui payent à peu près 40% du régime. Les employeurs payent à peu près 60% du régime. Ce sont des proportions qui n'ont pas beaucoup changé. Ce régime-là, évidemment, il a évolué au même rythme et avec les mêmes tendances, si je peux dire, que l'État-providence au fil des décennies. En gros, à partir de 1940 jusqu'au milieu des années 1970, on peut dire que le régime a été continuellement bonifié, au sens d'amélioration en termes de couverture du régime, de meilleures conditions pour les chômeurs, etc. Alors, c'était le cas de plusieurs réformes. À peu près à chaque décennie, il y avait une réforme du régime. Et à partir du milieu des années 70, donc vers la fin de ce qu'on appelle les 30 glorieuses, on a assisté à une vague, ou en fait à des vagues de restrictions graduelles du régime, même si c'est pas, il faut nuancer un peu. Et il y a eu en fait des innovations. Par exemple, je parlais des prestations de maternité.
c'est une innovation importante du régime. C'est apparu dans la deuxième moitié des années 70. Alors, tout n'est pas négatif dans cette période-là, mais en gros, on peut quand même parler d'une longue tendance depuis le milieu des années 70 à restreindre graduellement ce régime-là. La dernière grande réforme qui a eu lieu, c'est en 1996. Alors, ça fait déjà plusieurs années, un peu plus que 25 ans. Pardon. C'est une réforme que plusieurs ont qualifiée de réforme néolibérale. On était dans un contexte de chômage encore relativement important au Canada. Et pour vous donner une idée, vous le voyez sur la diapositive, la réforme a été tellement radicale que l'accessibilité aux prestations a chuté de 50% dès la première année de la réforme. Alors, on avait un régime jusqu'à cette époque-là qui assurait une accessibilité à environ 85% des chômeurs, comme on le voit sur les chiffres que j'ai indiqués. Et en une seule année, on avait tellement restreint le régime qu'on a fait chuter cette accessibilité à peu près à 45%. Et graduellement, vous le voyez, en 2019, il n'y avait que 37% des chômeurs au Canada qui avaient accès aux prestations parce qu'ils ne rencontrent pas les conditions pour y avoir accès et ces conditions sont restrictives. Cette réforme-là a été tellement radicale aussi que ça a dégagé des surplus extraordinaires dans le régime. 60 milliards de dollars dans la décennie qui a suivi la réforme de 1996. Alors, le régime dégageait des surplus de manière extraordinaire et ça faisait en sorte que pendant plusieurs années, il y a eu de nombreux appels de toutes sortes, de toute provenance, en particulier du monde du travail, du monde syndical, mais aussi de plusieurs spécialistes. Beaucoup d'économistes disaient la réforme a été trop restrictive. C'est un régime qui ne joue plus son rôle et il faut ramener certaines bonifications à ce régime-là. Mais pendant des années, le gouvernement fédéral a été sourd face à ces appels-là et il n'y a pas eu véritablement de modification du régime. Qu'est-ce qui est arrivé depuis? Eh bien, il est arrivé un choc. Et ce choc-là, c'est la COVID. On peut clairement dire que la COVID a déstabilisé le régime canadien et a ouvert toute grande ce qu'on va appeler une fenêtre d'opportunité. Alors, pourquoi la COVID a déstabilisé le régime? Eh bien, en quelques semaines, on est passé d'une situation au Canada où on avait 1 million de chômeurs et on a augmenté ce nombre à 8 millions de chômeurs. Il faut se rappeler que la population active du Canada est seulement de 20 millions de personnes. Alors, vous voyez qu'en quelques semaines, avec la COVID, on est à 1 million de chômeurs sur une population active de 20 millions et on monte à 8 millions de chômeurs. C'est un choc extraordinaire et bien sûr imprévu. Le premier choc que cette situation-là a créé, c'est qu'on s'est rendu compte que les règles administratives étaient littéralement inapplicables. C'est-à-dire que ce régime-là est basé sur l'étude des dossiers. Vous perdez votre emploi, vous devez faire une demande, vous devez fournir des papiers, vous devez fournir des preuves et on doit étudier votre dossier de manière individuelle avant d'accepter de vous verser des prestations. Avec 8 millions de chômeurs qui apparaissent pratiquement tout d'un coup, au plan administratif, il était impossible d'appliquer les règles habituelles. On a estimé, pour vous donner une idée, que l'application des règles aurait fait en sorte qu'il aurait fallu plus que 2 ans pour traiter les demandes. Alors, vous voyez qu'il y avait un risque d'effondrement des revenus des salariés. Au plan macroéconomique, on aurait pu vivre une crise économique sans précédent à cause de l'effondrement de la demande des ménages, à cause de la perte des revenus, bien sûr.
Alors, le gouvernement n'a pas eu d'autre choix, littéralement, que de suspendre le régime dès la COVID. Et donc, on a mis de côté ce régime-là pour créer une nouvelle prestation unique automatique qu'on a appelée la PCU, la prestation canadienne d'urgence. Et cette prestation canadienne, elle a opéré entre mars 2020 et octobre 2021. Mais littéralement, le régime d'assurance-emploi, il a été mis de côté, il n'était plus en opération. La contrainte budgétaire du régime a également explosé. Le coût de la prestation canadienne nouvelle a été de 75 milliards de dollars pour la période dont je viens de parler, alors qu'on peut comparer ça avec les prestations du régime d'assurance-emploi, qui sur une année normale, si je peux dire, s'établissait à 18 milliards de dollars. Donc, une augmentation de 400% du budget pour soutenir les chômeurs. On peut dire d'une certaine manière donc que l'argumentaire anti-réforme qui était mis de l'avant depuis une vingtaine d'années ne tenait plus. Notamment, depuis une vingtaine d'années, on disait qu'on ne pouvait pas modifier significativement le régime parce que ça coûterait trop cher. Mais là, la crise de la COVID a fait exploser le budget et plusieurs se sont dit, ben voilà, il semblait qu'il n'y avait pas de possibilité au plan budgétaire et tout d'un coup, par la force des choses, les possibilités apparaissent. Donc, on peut réformer ce régime-là. Alors, le gouvernement n'a pas eu d'autre choix, d'une certaine manière, que d'annoncer une réforme importante du régime en février 2021. Alors, c'est le gouvernement fédéral qui a fait cette annonce-là. Et on peut donc dire qu'à ce moment-là, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte, mais de manière incroyable, comme ça n'était jamais arrivé depuis au moins 25 ou 30 ans, ou on pourrait même dire depuis les réformes plus libérales des années 70. Aujourd'hui, nous sommes en octobre 2022 et nous sommes toujours en attente de la réforme. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui est arrivé et est-ce que la fenêtre d'opportunité s'est refermée? Bon, ça va pour le temps. Donc, est-ce que la fenêtre d'opportunité s'est refermée? Que s'est-il passé? Comme pour toute politique publique qu'on veut modifier de manière importante, le gouvernement a donné le mandat à un comité de mener des consultations dans l'ensemble du Canada. Le comité a été mandaté en 2021 et il y a eu 2 rondes de consultations en vue de faire des recommandations au gouvernement. La consultation s'est tenue en 2021 et aussi en 2022. Le fruit de ces consultations-là amenait beaucoup d'air frais, si je peux dire, en termes de modifications possibles, et plusieurs bonifications au régime ont été recommandées par le comité. Je ne vais pas y aller dans le détail, mais c'est la première fois depuis les années 70, si je peux dire, qu'on mettait de l'avant d'améliorer sensiblement l'accessibilité aux prestations, d'avoir une meilleure protection du revenu. Actuellement, le régime soutient 55% du salaire des travailleurs jusqu'à un certain niveau, évidemment. Alors là, on proposait d'améliorer cette protection-là. On proposait d'élargir le régime pour qu'il puisse s'appliquer aux travailleurs autonomes, ce qui n'est pas le cas actuellement. On proposait d'améliorer le régime pour mieux couvrir les travailleurs saisonniers qui sont mal couverts actuellement et parfois pas couverts du tout. On parlait de bonifier les mesures actives pour les travailleurs, notamment autour de projets pour développer les compétences. Et on proposait même de ramener un financement tripartite et donc que le gouvernement recommence à contribuer au régime comme c'était le cas jusqu'en 1990. Alors, j'ai mis dans le bas de la page, là, vous pourriez y accéder là, si vous voulez voir l'ensemble des recommandations, mais on peut véritablement parler de bonifications assez significatives.
On peut dire que ce rapport-là traduisait donc une certaine convergence des acteurs au Canada, mais qui semble s'être effritée assez rapidement en cours de route entre donc la première consultation de 2021 et la deuxième consultation qui s'est terminée à l'été 2022. Je donne un exemple ici. En 2021, on avait assisté à quelque chose qui est rarement vu, et de mon point de vue, c'est même du jamais vu. Par exemple, une prise de position partagée entre le Conseil du patronat au Québec et le Conseil national des chômeurs et des chômeuses, qui est un groupe d'action qui défend les chômeurs et les chômeuses. Donc, on comprend que ce sont deux groupes sociaux ou deux catégories d'acteurs qui ne s'assoient pas souvent à la même table, mais ces deux acteurs-là avaient pris une position partagée pour mettre de l'avant plusieurs recommandations auprès du gouvernement. C'était sans précédent et ça a décrit une certaine convergence. Mais assez rapidement, en cours de route, cette convergence-là s'est effritée. Et là, on voit de plus en plus, on l'a vu dans les derniers mois, ce que j'appelle des notes discordantes, donc une fin de la convergence sur plusieurs aspects. Par exemple, le coût du régime ou les coûts du régime. Les employeurs, notamment, se sont mis à dire attention, il ne faut pas trop bonifier le régime parce que ça va augmenter les coûts et on doit demeurer compétitif par rapport aux Américains, etc., etc. On a commencé aussi à dire faisons attention, si on bonifie trop le régime, ça va avoir des effets dissuasifs sur le retour en emploi des chômeurs, des chômeuses. On a mis littéralement en question l'application du régime aux travailleurs autonomes en disant « ce n'est pas possible, on n'aura pas de contrôle sur cette question-là et donc on doit oublier la couverture vers les travailleurs autonomes ». Les employeurs ont dit il faut obliger les chômeurs, tous les chômeurs et chômeuses, il faut les obliger à participer à des mesures actives lorsqu'ils touchent des prestations, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc, il y a d'autres groupes qui se sont opposés à cela. Le taux de couverture du revenu a été aussi mis en cause. On s'est dit, on ne peut pas bonifier davantage, etc., etc. Bref, littéralement, on est en train de défaire les consensus. Je termine sur l'explication qu'on peut en donner parce qu'on ne connaît pas encore la fin de l'histoire. La réforme n'est toujours pas annoncée par le gouvernement. Les dernières manifestations du gouvernement sont à l'effet qu'il y aura une modification du régime, mais on peut penser que ces modifications-là vont être plus marginales, si je peux dire, que ce que laissait présager les intentions il y a seulement encore à peine une année. Je conclue ici par ce que j'appelle une variable explicative forte pour décrire l'espèce de transition que je viens d'expliquer. Et à mon avis, ça explique beaucoup de choses. On a ici le taux de chômage canadien sur un espace de quelques années. Alors, vous voyez ici, en 2018-2019, jusqu'à la COVID, on avait un taux de chômage relativement bas, autour de 6 %. Arrive la COVID et le taux de chômage augmente d'un seul coup à plus que 13-14 % ou à peu près. C'est le moment où on se rend compte que le régime d'assurance-emploi est absolument inapte et on doit le mettre de côté. Dans les semaines qui suivent, le chômage baisse, mais demeure relativement élevé. Et dans la foulée de la crise de la COVID, le gouvernement annonce, à peu près ici, le gouvernement annonce qu'il y aura une réforme importante du régime, que c'est incontournable. Et au fur et à mesure que les consultations se font, le marché du travail canadien a repris une dynamique presque imprévue, et à ce point que, rendu au milieu de l'année 2022, le taux de chômage, il est en deçà de 5 %. Donc, il est plus bas qu'avant la crise de la COVID. En plus,
on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Et à mon avis, tout cela explique maintenant l'espèce de refroidissement de plusieurs acteurs au Canada devant la réforme du régime d'assurance-emploi. Quelle sera la fin de cette histoire? Je ne peux pas le prédire pour le moment, mais je pense que la réforme va être beaucoup plus modeste que ce qu'il avait été annoncé ou possiblement mis sur la table il y a à peine un an, parce que les acteurs sont maintenant beaucoup trop divisés sur cette question-là. Je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean. Quite shocking reforms before the COVID crisis. Yeah, we have some time for questions and comments. Who wants? Yeah, please. Do I just speak in the mic? Yeah. Merci, professeur Charret. Dans vos prédictions, un brin pessimiste ou réaliste, je me demande si vous faites une distinction entre ce qu'on appelle dans le langage canadien de l'assurance-emploi les prestations ordinaires pour les chômeurs ordinaires et les prestations spéciales, dont la maternité, la maladie, les aidants naturels, dont d'aucuns sur le plan historique ont toujours estimé que ça n'avait vraiment pas d'affaire dans la loi sur l'assurance-emploi. Mais vu ce que la COVID a révélé, est-ce que vos prédictions sont plus ou moins optimistes, pessimistes, selon qu'ils dépendent du chômage, qu'il s'agisse du chômage ordinaire ou des prestations dites spéciales? Oui, très bonne. Jean, we collect questions. Okay. I have one. We have a debate in many European countries on also on the reform of the unemployment insurance and labor market policy. And one major point is are these shortages of skilled workers in the labor market, and secondly is the transformation. So in Germany, for example, retraining of workers or the transformation is becoming a main point in labor market policy in the coming year. Is there a possibility for unemployed to get retraining paid by the unemployment insurance in Canada? Mm-hmm. Okay, these are the two questions. Please go ahead, Jean. OK. Je vais commencer par la deuxième question. Oui, il y a des possibilités de retraining pour la main-d'œuvre au Canada. Ça se fait au niveau des provinces parce que le gouvernement fédéral a fait des ententes avec toutes les provinces canadiennes pour que ce soit les provinces qui, à partir de certains fonds qui viennent du régime d'assurance-emploi, ce sont les provinces qui mettent en œuvre les mesures de soutien à la main-d'œuvre, de développement de compétences ou de retraining. Cela dit, et surtout si on compare à plusieurs pays européens, notamment si on prend le Danemark, qui était peut-être le pays le plus avancé dans ce domaine-là, les mesures qu'on appelle actives au Canada, c'est quand même pas une grande partie du régime d'assurance-emploi. Ça a toujours été une portion plutôt petite et donc les budgets sont assez limités. Alors oui, il y a des possibilités de retraining pour les chômeurs et les chômeuses, mais en général, ce sont des programmes assez de courte durée et, je vais le dire rapidement, plutôt pauvres parmi l'ensemble du régime. Pour revenir à l'autre question, oui, je fais une lecture très différente selon qu'on parle des prestations régulières ou des prestations spéciales. Le propos d'aujourd'hui s'adresse davantage aux prestations régulières, donc les prestations qui soutiennent les chômeurs et les chômeuses lorsqu'il y a une perte d'emploi. C'est beaucoup cela qui était visé par la réforme. Et là-dessus, je ne suis pas très optimiste. Pour les prestations spéciales, qui sont quand même aussi des innovations, disons-le, qui ont été assez importantes dans le régime canadien, on peut se dire qu'elles ne sont pas à la bonne place, possiblement, mais pour l'instant,
c'est de là que les prestations de maternité, de paternité ou les prestations de compassion, par exemple, pour s'occuper de quelqu'un dans la famille, c'est de là que les fonds proviennent. Moi, je suis plutôt optimiste là-dessus. Je pense que ces prestations-là ne sont pas à risque. Et donc, il y a peut-être même une possibilité qu'elles soient bonifiées. Elles l'ont été un peu, même dans les années de néolibéralisme, si je peux dire. Ce sont peut-être les seules innovations intéressantes que le régime a connues depuis une vingtaine d'années. Mais en ce qui concerne les prestations régulières pour soutenir les chômeurs, je pense qu'au mieux, je termine là-dessus, je pense qu'au mieux, on va rehausser un peu l'accessibilité au régime par les critères là, en termes de nombre d'heures travaillées. Mais parce que le régime était tellement peu accessible que c'était devenu un peu ridicule. Alors, je pense qu'on va améliorer un peu l'accessibilité, mais je ne pense pas qu'on va véritablement modifier d'autres paramètres de manière significative, tels que la protection du revenu, l'élargissement aux travailleurs autonomes et ainsi de suite. Je ne pense pas qu'on va aller vers ça.